est sorti par la grâce de Dieu, nous ne pouvons que renouveler ces remerciements, nos encouragements, mais surtout féliciter l'ensemble des camarades qui sont ici en France et peut-être dans les autres régions. Parce que tout simplement, je vois des fois nos camarades braver le froid, le soleil, la pluie, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Nous, au Sénégal, quand il pleut, tout le monde est chez lui. Hein? Personne ne sort sous la pluie pour faire de la politique. Quand il pleut, tout le monde reste chez eux. Mais ici, quand il pleut, quand il neige, tout. Moi, quand je vois nos camarades ici, je suis vraiment ébahi. Des fois, je leur dis, écoutez, il y a des gens qui sont ici, je ne sais pas, moi. J'étais obligé de sortir sous la pluie. Et pourtant, moi, je ne sais pas ça. Parce que moi, au Sénégal, je dis tout le temps à mes camarades, au Sénégal, où on me paye mon salaire par mois, et ici, je viens à Paris, on ne me paye rien, et vous me faites marcher sous la pluie comme ça. Donc, pour dire réellement l'engagement de nos camarades, qui est à saluer. Et sachez que le président Khalifa Sall est au courant de tout ce que vous êtes en train de faire, non seulement comme manifestation, mais comme sacrifice. Parce qu'à un certain moment, c'est des sacrifices. Donc, je voudrais donc, au nom du président Khalifa Ababacar Sall, vous adresser nos vives félicitations et vous dire que le combat, en fait, ne fait que commencer. Parce que le premier jalon, c'était obtenir la libération de l'otage politique Khalifa Sall. Maintenant que l'otage politique est libéré, le combat vient de commencer. Nous allons mener un combat pour obtenir l'amnistie. Ensuite, l'autre combat, ce sera de l'installer au soir de l'élection présidentielle au Palais de la République. Moi, j'ai une conviction profonde. J'ai une conviction très profonde. Très profonde. Je dis, et je le dis partout et je le répète ici, vous pouvez prendre date avec moi. Personne au monde, je dis bien, personne ne peut empêcher Khalifa Sall d'être président de la République du Sénégal. Personne. Et ça, le président Macky Sall le sait mieux que quiconque. Il sait que le 5e président de la République du Sénégal, c'est Khalifa Sall. Ça, Macky Sall le sait. Non seulement il a tous les services de renseignement généraux, mais mystiquement, il le sait. Si Batin wax nañ ko ko. Non, si Batin wax nañ ko ko. Il le sait. Il sait que Khalifa Sall sera le 5e président de la République du Sénégal. Inch'Allah. Donc, je demande à tout le monde d'être non seulement patient, mais que nous puissions en tout cas redoubler d'efforts, resserrer les rangs, susciter l'unité, la cohésion, parce qu'on ne peut rien obtenir dans la division. Aujourd'hui, je préside cette rencontre. J'ai devant moi des camarades avec qui j'ai fait 30 ans sur plus de militantisme. Avec Moussa Diemé, Ibrahim Ndoye, Idriss Aïdara. Nous avons fait plus de 30 ans de militantisme parce que depuis jeunesse socialiste. Aujourd'hui, je vois également des hommes et des femmes déterminés qui se battent en tout cas pour notre président Khalifa Sall. Mais j'ai un petit pincement de cœur. Je voulais voir Malick Diouf ici. Je voulais voir Oumou Sissoko ici. Je voulais voir Tewa Gomis ici. Je voulais voir toute la famille khalifiste. Et aujourd'hui, le seul combat qui paye, le seul et l'unique combat qui paye, c'est l'unité de toute la famille socialiste.
c'est le seul combat qui vaille aujourd'hui. Je ne parle même pas de la famille des khalifistes. Je parle de la famille socialiste. Aujourd'hui, en France, il y a des socialistes qui ne sont pas avec nous. Au Sénégal, il y a des socialistes qui ne sont pas avec nous. Le seul combat qui vaille aujourd'hui, c'est réunir la famille socialiste. Parce que le président Abdoulaye Wade, il est en train de tout faire pour unir la famille libérale. Souvenez-vous, Wade disait, je veux que les libéraux gardent le pouvoir pendant 50 ans. Il a fait ses 2 mandats. Macky Sall a fait ses 2 mandats. Et le vœu de Abdoulaye Wade, c'est qu'après Macky Sall, ce sera un autre libéral. Aujourd'hui, le combat que nous devons mener, c'est réunir toute la famille socialiste. Le président Khalifa Sall l'a dit la dernière fois, je suis et je demeure socialiste. Il l'a dit, je suis et je demeure socialiste. Aujourd'hui, le seul combat qui vaille, c'est réunir l'ensemble de la famille socialiste pour que le président Khalifa Ababacar Sall puisse avoir un appareil solide et lourd. Comme vous le savez, le Sénégal quand même a été béni par Dieu. On a découvert beaucoup de ressources naturelles au Sénégal ces dernières années. Il y en a également qui existaient, qui étaient exploitées depuis très longtemps. Si nous passons à l'or qui est toujours exploité à Sabodala, et l'exploitation avait commencé dans les années 70 sous le président Senghor. Et là, donc, on a découvert récemment dans des localités voisines, comme Kasutan et Massawa, à côté de Sabodala également, beaucoup de richesses au niveau d'or. Le président Senghor à l'époque avait réussi quand même à obtenir des investisseurs en pourcentage décent pour le peuple sénégalais. C'est-à-dire 49% pour le Sénégal et 51% pour les investisseurs. Parce qu'avoir des ressources naturelles, c'est une chose, mais que le peuple profite de ces ressources en est une autre. Et actuellement, tous les débats tournent autour de ça. Nous avons découvert beaucoup de choses, mais est-ce que ça va profiter au peuple sénégalais? C'est ça la grande question. Et toujours par rapport à l'exploitation de l'or, les investisseurs avaient réussi quand même à augmenter leur pourcentage. Ils avaient demandé, obtenu auprès du président Senghor 65% et laissant les 35% au Sénégal. Et la part du Sénégal malheureusement a diminué pour atteindre 10% et c'est resté 10% jusqu'à nos jours. Le prétexte avancé par les investisseurs, c'était bien sûr les machines qui coûtent très cher pour extraire l'or et aussi il fallait recruter beaucoup d'ingénieurs, du matériel lourd, des camions dédiés à ce travail et qui nécessitaient beaucoup d'argent et ça coûtait excessivement cher. Donc le Sénégal a eu ses 10% et ces 10% sont restés jusqu'à la date d'aujourd'hui. Le problème c'est que vous pouvez regarder tous les budgets du Sénégal, actuellement on ne voit pas apparaître ces 10% nulle part. Ces 10% on ne les voit pas, qui c'est qui les prend, qu'est-ce qu'on en fait, on aimerait bien savoir. Même les populations locales ne voient pas ces 10%. Pour parler rapidement du gaz, on a commencé à en exploiter depuis plusieurs années, surtout au niveau de Gadiaga, une localité à l'intérieur du Sénégal. On exploite plus de 300 000 mètres cubes de gaz par jour. Et ça a servi plusieurs fois à la Sénélec, à la Sococim, et parce que la Sénélec a des turbines à gaz, et pendant cette période, il n'y avait pas assez de délestage, et on nous donnait d'autres arguments, mais en réalité, c'était le gaz de Gadiaga qui alimentait les turbines, et permettant ainsi d'avoir de l'électricité en permanence. Le problème, c'est qu'il faut qu'on revienne surtout sur ces pourcentages. Parce que ces richesses minières durent longtemps dans le temps. Parce que si on regarde rien que la Sococim, c'est depuis 1948 qu'on a commencé à l'exploiter. Et pourtant, le gisement est toujours à côté de l'usine. Entre Rufisque et Bargny, il y a toujours du calcaire pour faire du ciment. 1948 jusqu'à maintenant, et pour le pétrole, le gaz et les zircons, ça va être la même chose. C'est quand même indécent que le peuple ait des difficultés énormes
alors que le Sénégal est riche vraiment en ressources minières. Si vous regardez un tout petit peu ce qui se passe en Arabie Saoudite, dans les pays arabes de façon générale, leur pétrole leur a enrichis. Le Qatar, son gaz l'a enrichi. Mais en Afrique, ce qui se passe, c'est vraiment injuste. Rien que le Gabon n'a que 1% de son pétrole. Et pourtant, ça fait presque plus de 40 ans que le Gabon exploite ce pétrole. C'est Elf qui l'exploitait et Elf a été absorbé par Total. Et c'est Total qui est toujours là-bas et le Gabon n'a que 1%. Mais les dirigeants de ce pays, les 1%, ça ne suffit parce que c'est beaucoup d'argent aussi pour eux. Ils ont de quoi se partager en laissant le peuple exsangue. Au Sénégal, on a découvert à plusieurs endroits du pétrole et du gaz, beaucoup de gisements, assez importants. Ça devait améliorer normalement, vraiment, le vécu des Sénégalais. Si ce gaz et ce pétrole, vraiment, est quand même équitablement redistribué. Je parle des ressources issues de ces gaz et de ce pétrole. Au Sénégal, on nous sert quoi comme argument actuellement? Qu'il y a une croissance de 7%. Il y a une croissance qui va atteindre peut-être 8%. Mais la croissance, beaucoup le disent, on ne mange pas cette croissance pour une bonne et simple raison. Quand on parle de cette croissance, c'est à cause de quelle activité qu'elle est là? L'activité d'Orange qui appartient aux Français, Total et les autres entreprises étrangères. Les Sénégalais, ils évoluent dans quel secteur? Au niveau de la pêche, de l'agriculture et du commerce. Et ces secteurs ne sont pas impactés par la croissance. Il est quand même normal qu'on revoie quand même bien sûr ces choses, au lieu de se bomber le torse en parlant de croissance, alors que les Sénégalais ne voient pas du tout les fruits de cette croissance. L'état de droit au Sénégal. Avant toute chose, il est bon de bien donner une définition aux choses pour qu'on sache de quoi on parle. C'est quoi l'état de droit? L'état de droit, ce n'est qu'une façon pour nous qui sommes locuteurs du français d'évoquer the rule of law, c'est-à-dire un état dans lequel la loi est au-dessus à la fois des gouvernants et des gouvernés. Donc, institutions, individus, collectivités locales, tous sont soumis à la loi. Il n'y a que la primauté de la loi. C'est ça l'état de droit. La démocratie a des origines très lointaines. Les théoriciens occidentaux le font remonter à la Grèce antique. C'est ce contre quoi je m'insurge, parce que je suis quelque part quand même héritier de Cheikh Anta Diop. Et je sais que la culture africaine, ce qu'on appelle l'Ubuntu, l'arbre à palabres, chez nous, a des caractéristiques démocratiques qui sont antérieures justement à la démocratie antique des Grecs. Donc, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce chemin-là, on va juste respecter l'encyclopédie qui est reconnue de manière universelle. Donc la démocratie, démos, ça peut évoquer une terre, ça peut évoquer le peuple, et kratienne, ça veut dire commander. Donc la jonction, c'est le commandement du peuple. C'est un pouvoir dont le peuple est dépositaire et qu'il exerce à travers ses mandats. Et enfin, il y a le mot laïcité. La laïcité, là aussi, c'est un débat qui peut donner lieu à plusieurs thèses contradictoires. Pour nous, ce qui nous concerne au Sénégal, nous avons recopié d'une certaine manière la construction de la Ve République de la France. Et la laïcité française, elle remonte à la Troisième République sous Jules Ferry, qui a une source conflictuelle entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Donc la laïcité comprise sous le prisme français, ce n'est rien de moins qu'une séparation nette entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel. Or, pour nous, Sénégalais, il n'a jamais été question de conflictualité entre le religieux et le politique. Donc notre laïcité ne peut pas
s'identifier, encore moins s'approprier le paradigme laïque de la France. Si bien que, aussi loin que je puis remonter moi, en tout cas ma mémoire, ce serait le fameux discours du président Senghor en 1963 à l'inauguration de la mosquée de Touba. Je pense que l'acte fondateur de la laïcité sénégalaise, c'est ce discours-là, que je vous invite à revisiter, où il dit en substance que la laïcité, bien comprise chez nous, ce n'est pas une opposition de l'État par rapport au pouvoir religieux. L'État a pour mission de protéger le culte, de garantir à tout un chacun l'exercice du culte auquel il se revendique. Mais mieux, l'État accompagne les croyants à disposer des instances où ils peuvent pratiquer loisiblement le culte de leur choix. Donc, une fois que le décor il est planté et que nous nous sommes entendus sur ce que c'est l'état de droit, la démocratie et la laïcité, je m'en vais maintenant le mettre en rapport avec ce que nous sommes en train de vivre chez nous au Sénégal et présentement sous l'ère Macky Sall. Je ne suis pas naïf, je sais que quand on pose cette problématique-là, il ne s'agit pas simplement de tenir un discours ex-cathédral, comme si on était dans un amphithéâtre d'université. Je suis invité par des politiques pour l'activiste que je suis. Je sais qu'il y a des soubassements politiques et que sous ce rapport, il n'y a pas de faiblesse à avoir pour passer au scalpel la pratique ou les usages de la politique du point de vue de la démocratie et du point de vue de la laïcité. Et je pense que ces questions sont abordées dans la Constitution, notamment l'article 1er, d'ailleurs même sur le préambule de la Constitution du Sénégal. Et l'article 1er, l'article 2, l'article 3, qui traitent aussi bien de la souveraineté qui appartient au peuple qui l'exerce à travers ses mandats. Et sur la question de la laïcité, l'article 19 règle la question. Mais nous avons au Sénégal un pouvoir présidentiel hypertrophié. C'est quelqu'un qui est presque comme un léviathan, pour reprendre le concept très cher à Hobbes. Il a droit de vie et de mort, droit de liberté et de privation, selon ses bons vouloirs. Il a prise sur la justice, il a prise sur le législatif, et il décide sans rendre compte. Et il n'a aucune responsabilité juridique, qui plus est, par rapport aux actes qu'il pose. Et sous ce rapport-là, je pense que l'état de droit au Sénégal, c'est un état de police, tout simplement, qui est tout à fait le contraire d'un état de droit. Macky Sall, et ce n'est pas simplement lui, ce serait quand même lui faire un mauvais procès que de limiter ça à lui. On peut remonter ça, je pense, historiquement, depuis la crise de 62, entre Senghor et Mamadou Dia, où on a connu quand même une période de hyper-présidentialisme de 62 à 68, 70, et avec l'élargissement. Mais ça, c'était un contexte post-colonial où on était aussi dans une guerre froide, où il y avait le bloc Est de l'Est et le bloc de l'Ouest qui se partageaient les nouveaux Eldorado qui émergeaient à travers le monde. Et que sous ce rapport, on peut quand même faire, je veux dire, aujourd'hui avec le recul, comprendre un peu la posture de Senghor à l'époque. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce contexte. On est dans un contexte de globalisation éclatée. La chute du mur de Berlin est passée par là. Il y a le décentrement même du leadership mondial qui est en train de s'opérer entre la Russie, l'Asie du Sud-Est et tout ce qui s'ensuit, et même l'Afrique du Sud à certains égards qui commence un peu à émerger. Donc aujourd'hui, le contexte de la guerre froide n'est plus une justification pour comprimer les libertés et
donner tout le pouvoir à un seul homme. Nous avons besoin aujourd'hui de remettre en question justement ce modèle de gouvernance et cette constitution-là. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est assez paradoxal d'avoir un président qui est né après les indépendances et qui a des pratiques qui datent de l'époque de Bokassa et de Mobutu pour un pays qui est quand même entré à l'ère de la démocratie suffragère. Je parle de démocratie électorale. Depuis 1848, le Sénégal vote. C'est-à-dire la démocratie de type parti peut être nouvelle en Afrique, mais elle n'est pas nouveau au Sénégal, parce que depuis 1848, avec l'élection des 4 communes, les Sénégalais votent. Les Sénégalais sont quand même, je veux dire, assez familiarisés aux questions démocratiques mineures qui aujourd'hui posaient problème ailleurs et dont on voit aujourd'hui que ces pays-là même sont plus en avance par rapport au Sénégal qui accusait une longueur d'avance au début des années 60. Donc pour dire que l'état de droit au Sénégal est en net recul. Et on ne peut pas dire qu'il y a une démocratie dans un pays où l'état de droit en lui-même pose problème. La preuve en est que quand Macky Sall s'est fait élire et qu'il a tout de suite eu l'obsession du deuxième mandat, mais l'appareil judiciaire a été complètement instrumentalisé à des fins de politisation. Tout contribue. C'est-à-dire que le mec, il ne se gênait même pas, il n'y mettait même pas les formes. On sait de quoi retournent les objectifs de la CRI. Il fallait liquider un adversaire politique à qui on prêtait des ambitions présidentielles. On a créé ou on a ressuscité une cour, parce que ça aussi c'est un débat qui se pose entre juristes, mais moi n'étant pas juriste, je ne vais pas m'aventurer dans ce terrain glissant. Mais il y en a qui disent que la Cour n'existait plus depuis 1984. C'est le point de vue de Maître Doudou Ndoye, qui a été ministre de la Justice, je pense qu'il est assez fondé, qui est une voie autorisée pour tenir tel propos. Et d'autres qui disent que c'était juste quelque chose qui avait été mis en veilleuse et qu'il a fallu ressusciter pour régler des comptes politiques. Autant on critique l'État, autant nous devons faire notre autocritique à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de démocratie interne au sein de nos partis. Depuis juillet, on est en train de préparer ça. Et on s'est dit, on ne peut pas faire ce forum sans parler de notre leader. Dès 11 ans, Khalifa Sall entre dans les structures de l'Union progressiste sénégalaise, UPS. Bon, les jeunes ne le savent pas. Voilà, UPS, ça s'appelait UPS, le PS c'était UPS, c'était BDS, c'était, je ne sais plus, on est passé par tous les dons. En tout cas, c'est le Parti socialiste de Senghor. Donc, ces structures qui s'emploient à la formation citoyenne, à la préparation du militantisme de demain. Au fur et à mesure de sa progression scolaire et jusqu'à l'université, Khalifa Sall intègre les structures existantes correspondantes. Il entre au gouvernement en 1993 et non en 1995 comme écrit souvent. Avec courage et détermination, il assume son appartenance politique en se dotant de moyens et instruments pour soutenir les débats. Né le 1er janvier 1956 à Louga, il est titulaire de 2 maîtrises, une en histoire et une en droit constitutionnel. Professeur de son État, ses responsabilités politiques le conduisent à être investi sur les listes des candidats de la députation de son parti, devenu PS depuis 1976. Il est élu député du Sénégal à 26 ans. Très vite, comme ce sont traits dominants, son attitude générale force l'estime et la confiance. Il intègre quelques années après le bureau de l'Assemblée nationale, en qualité de secrétaire élu, membre de ce fait de la conférence des présidents. Il participe aux délibérations fixant l'ordre du jour ou le calendrier des travaux. Ils sont aussi prises les dispositions pratiques pour chaque session. Ce riche parcours lui valut son entrée dans le gouvernement du Premier ministre Habib Thiam en 1995, en qualité de ministre délégué chargé des relations avec les assemblées. Cette fonction
permis l'implication de Khalifa Sall à l'élaboration des projets de loi et du vote de celle-ci par l'Assemblée nationale. Les lois 96-06 et 96-07 du 22 mars 1996 portant respectivement sur Code des collectivités locales et transfert des compétences furent votées après un long débat parlementaire caractérisé par l'examen de plusieurs dizaines d'amendements. Au banc du gouvernement, Sékou Touré, ministre de la décentralisation, et Khalifa Ababacar Sall, ministre délégué chargé de relations avec les assemblées. À cette illustration, on peut ajouter l'adoption de la loi 9805 du 8 janvier portant code pétrolier. Dans le gouvernement du Premier ministre Mamadou Lamine Loum, Khalifa Ababacar Sall occupa le département du commerce de 1998 à 2000, année où interviendra la première alternance politique au Sénégal. En 2001, il redevient député dans un contexte d'opposition au régime en place. La coalition Benno Siggil Sénégal porte son choix sur Khalifa Sall en 2009 pour la conquête de Dakar face aux maires sortants issus du parti du pouvoir. Khalifa Sall remporte la victoire. Après cette victoire, profondément acquis aux notions de transparence, de bonne gouvernance et d'éthique démocratique pour lesquelles il est consultant pour le compte des Nations Unies et de l'Union européenne, et en l'absence de toute contrainte, Khalifa Sall procéda à la déclaration de son patrimoine. Pour la première fois au Sénégal, un homme politique devant administrer d'importants crédits se livre à un tel exercice. Bien sûr, il y eut des vitupérations, jusque dans son propre parti. La recomposition de l'espace politique du fait de l'alliance de certains partis politiques avec le pouvoir amena Khalifa Sall à constituer une coalition pour les municipales de 2014, Tahaou Dakar. En reconnaissance aux résultats du premier mandat, les Dakarois accordent avec panache leur confiance à la coalition de Khalifa Sall. Sur 19 communes, Tahaou Dakar en gagne 16. Un véritable raz-de-marée. Nous notons avec plaisir la présence parmi les maires issus de cette coalition désignés pour représenter le camarade Khalifa Ababacar Sall, M. Palassan et Ramassal. Au plan international, Khalifa Ababacar Sall incarne un leadership incontestable. Élu secrétaire général de l'Association internationale des maires francophones AIMF, Khalifa Ababacar Sall a été reconduit au poste de président des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, le CGLUA. Homme de principe, profondément pétri de valeurs solides, Khalifa Sall a révélé une force intérieure en refusant toute capitulation, toute compromission. Attaché à la démocratie, il défend l'idée selon laquelle le peuple doit rester le seul juge devant les offres politiques faites librement. Voilà l'homme qui n'a jamais cédé aux pressions, aux contraintes, à la rigueur de l'embastillement, tout en observant mesure et pondération. Khalifa Ababacar Sall, notre leader. Je vous remercie. Je vous remercie et je vous dis d'abord, Nangalais, vous êtes un peuple béni, un peuple intelligent. Oui, ce forum entre dans le programme d'activité de Tahaou Sénégal France, qui depuis le mois de juillet a élaboré un programme d'activité consistant à tenir une assemblée générale extraordinaire pour modifier nos statuts parce qu'il y a une nouvelle donne, de nouvelles adhésions, de fortes personnalités et de redéfinition des objectifs. Nous l'avons tenu, c'était au mois d'octobre le 5 et le forum là a été programmé pour aujourd'hui et nous le tenons. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? Oui, la journée a été très bonne parce qu'au niveau de la participation, vous avez vu, il y a une participation, mais ce qui nous a surtout réconforté, c'est les conférenciers qui ont fait des exposés de haute portée intellectuelle, politique
ils ont montré qu'ils étaient des gens qui avaient un bagage, qui avaient une certaine des connaissances approfondies, et même la manière dont ils ont rendu le travail qu'ils ont préparé confirme ce que je viens de dire là. D'ailleurs, Gora, c'est un professeur qui donne des cours pour les lycées d'excellence à Lyon et des instituts. Agibou, c'est un garçon talentueux qui a beaucoup de connaissances, un intellectuel, si on peut le dire ainsi, un intellectuel. Et je pense que beaucoup de gens ont tiré profit des exposés que les deux ont donnés, chacun en traitant le thème qui était le sien. Et évidemment, le choix des thèmes développés par les intervenants a un soubassement politique. Oui, bien sûr, nous avons voulu tenir compte de ce qui se passe dans notre pays. Les ressources naturelles constituent une donnée au Sénégal, actuellement qu'il faut intégrer quand on veut faire la politique. Parce que c'est important, c'est vital même pour la nation, vu l'importance des recettes que cela peut générer, pour faire des investissements ou faire des politiques ciblées dans les différents secteurs qui peuvent aider le développement. Donc il faut maintenant en parler et à pousser les hommes politiques à s'engager, à dire si je suis au pouvoir, voilà de telle manière je voudrais gérer les ressources naturelles, parce que c'est très important. Mais aussi, sans démocratie, sans état de droit, tout cela, c'est pourquoi nous avons nous-mêmes choisi nos thèmes et nous l'avons remis et les gens ont travaillé dessus et ça nous a fait un grand plaisir de savoir que finalement ça a accroché les gens et les conférenciers ont permis de relever le plateau.